Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle soirée de la Rafshan Info qui sera plus courte que les précédentes. J'ai vu que l'avant-dernière était 1 heure, cette fois-ci la semaine passée on a parlé énormément de choses. Et là, donc pour raison voilà, un peu personnelle, je vais devoir écourter un petit peu cette émission, mais quoi qu'il en soit, il y a des news, ne vous en faites pas. Je voudrais aussi vous remercier avec tout le soutien, comme je le fais à chaque fois. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de retours et franchement, bah, ça me fait du bien. Merci du soutien. Merci à vous. Continuons dans cette bonne lancée. Et qu'est-ce qu'on aura ce soir? Eh bien, c'est parti. De- Jean Dujardin mesurera 1 cm dans le film de Jan Kunen. Spider-Man Beyond the Spider-Verse a désormais ses réalisateurs, ou plutôt son duo de réalisateurs et leur nom, promettent de ravir les fans de cette saga animée culte et acclamée. La date de sortie du nouveau film d'Alejandro González Iñárritu avec Tom Cruise en tête d'affiche a été dévoilée. Il occupera désormais le créneau laissé libre par The Batman 2. Harrison Ford serait en discussion pour reprendre son rôle emblématique du président James Marshall dans une suite du film d'action culte Air Force One. La guerre des Rohirrim, non, pardon, le réalisateur français Jeanne Swark, connu pour avoir signé des films comme Les Dents de la Mer 2, Supergirl, de nombreux épisodes de séries télévisées et surtout le chef-d'œuvre Quelque part dans le temps, nous a quittés à l'âge de 85 ans. Alors, prévu pour 2025, L'homme qui rétrécit s'annonce comme l'un des événements cinématographiques de l'année, avec Jean Dujardin dans le rôle principal. Pour ce film, l'acteur passera d'1,82 m à 1 cm. Le magazine Première a récemment révélé la toute première photo du long métrage. L'homme qui rétrécit est une nouvelle adaptation du roman de science-fiction de Richard Matheson, déjà porté à l'écran en 1957 dans le classique de Jack Arnold's. C'est un film d'aventure et un drame métaphysique. Ça parlera de survie mais aussi de la résilience, de l'acceptation et de l'impermanence des choses. C'est un voyage initiatique. Plusieurs metteurs en scène américains ont essayé d'adapter à nouveau ce récit, mais à chaque fois ça a capoté, à mon avis parce que l'étrangeté et la dimension dramatique du projet ne collaient pas avec ce que ça allait impliquer en termes de budget. Nous, on a réussi à le faire pour moins de 20 millions de dollars, mais ça nous a demandé beaucoup d'ingéniosité. Le parcours d'un homme ordinaire partageant sa vie entre son entreprise de construction navale et sa famille. Confronté à un étrange phénomène météorologique inexpliqué à l'occasion d'une sortie en mer, il se met à rétrécir inexorablement sans que la science ne puisse l'expliquer. Soudain prisonnier de sa propre cave, alors qu'il ne mesure plus que quelques centimètres, il va devoir se battre pour survivre dans cet environnement banal devenu hostile. La sortie de L'homme qui rétrécit est prévue pour le 29 octobre 2025. Le casting compte également la talentueuse Marie-Josée Croze. Alors n'hésitez pas à me dire vous aussi que vous me voyez en direct ou même en replay de ce que vous en pensez. Et je vais laisser tout de suite la parole à mon invité que vous connaissez, à savoir les dossiers du cyborgien que vous connaissez sur YouTube, mais qui portent le nom sur Twitch de Mother Fox William. À toi, mon cher invité.
en VHS, donc c'est oui de la VHS. Ouais, ça fait partie de ces classiques-là qui sont sortis en VHS et qui, si je me rappelle bien, tu as aussi une petite critique sur la perception du. Alors je crois que Yann Kounen, il a une vision un petit peu juste parce qu'effectivement c'est avant tout une critique comme les films de science-fiction de l'époque sur la société contemporaine et sur la perception que l'on pouvait avoir de la société. Je prends par exemple les Gardes des Mondes et compagnie, on peut voir ça avec nos yeux à nous, on peut voir ça comme une critique de la guerre froide de l'époque. L'homme qui rétrécit, c'est pareil, ce que ça aborde un autre domaine, c'est l'appréhension de l'inconnu et le fait que comment dire, et de la perte de repères, dans le sens où de l'homme qui rétrécit, il y a une scène qui est iconique, c'est quand notre héros, donc ça va être du jardin là, est confronté à un chat, un animal domestique. L'animal domestique, en fait, le chat le perçoit comme un intrus, comme une sorte de petite souris. Et donc, je crois que c'est l'affiche du film, tu vois un combat entre lui et un chat. Parce que lui, il mesure dans le genre quelques centimètres, quoi. Donc du coup, c'est ce genre de scène-là qu'il y a dans le film. Chérie, j'ai rétréci les gosses. C'est tout à fait de la même mouvance. Même si c'est 30 ans d'écart, évidemment, hein, parce que 60, c'est 64 aussi, chérie, j'ai rétréci les gosses, c'est les 90. Mais c'est tout à fait ce genre de truc. Très bien. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses du fait que ça soit un. Voilà, c'est un remake en fait. Et surtout maintenant que ce soit français. Parce que, comme l'avait l'air de dire le réalisateur, donc il y croyait vraiment à ce projet, comme quoi les autres n'ont pas forcément réussi, etc. Et là, c'est vrai que je vois énormément de confiance en lui. Est-ce qu'il n'y a pas un excès de confiance quand même? Parce que, euh, tu sais, les films français d'aujourd'hui, malheureusement, alors, mis à part, si je compte, à part le Comte de Monte Cristo, etc., de ce qu'on avait discuté la semaine dernière, eh bien, en fait, la plupart des films français, en fait, les Français sont pas forcément au rendez-vous. Alors, justement, est-ce que même si on fait ce genre d'annonce, par exemple, les gens qui vont découvrir ce film, est-ce qu'ils vont se dire, tiens, ça peut être intéressant, ou alors ont-ils peur de justement tu sais comme on voit avec les films d'aujourd'hui français avec l'humour et compagnie, et puis à un moment il y a de l'exagération, et puis après ça te sort du film malheureusement, et ça le fait malheureusement pour plein de films français, et c'est pour ça que je me dis, est-ce que euh, les gens, tu penses qu'ils vont bien accueillir cette nouvelle version? Si tu commences à penser comme ça, tu vois plus de film du tout. Hein. Non, Ça, d'accord, mais actuellement c'est- c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Oui, non, mais c'est aussi au public d'avoir la curiosité d'aller voir un Mhm. film. Parce que si tu penses. Parce que moi aussi, je fais partie de cette génération qui a totalement perdu foi. C'était les années 90, totalement. Où on sentait que. Enfin, je parle là pour moi, enfin, au nom de tous les discours, les arguments de mes potes et tout qu'on avait au lycée, évidemment, au collège et tout, aux années 90, c'était ça. Le cinéma français ne nous parlait pas. C'est bien, Mhm. voilà. Et sauf que en 30 ans, je suis obligé, mais vraiment contraint, de voir qu'il y a, il y a une nouvelle génération de cinéastes qui est arrivée, qui veut en démordre, quoi, veut y aller, mais avec des aspérités différentes que les cinéastes des années 80-90. Le Yann Kounen en question, le mec, il ingringe. Je sais pas si tu as déjà vu ces films-là, mais ils sont tous tarés. C'est le mec qui a fait Doberman avec Vincent Cassel, c'était des années 80 aussi, qui a fait Blueberry. Je crois que c'était lui qui avait. Alors, je ne voudrais pas me gourer, et il me semble que c'était. Il y avait un film, une espèce de projet de film d'animation en synthèse sur. Ah non, 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 je confonds. Le projet de film, c'était Christophe Gans. Et oui, c'était. Je confonds. Parce qu'en fait, années 90, il y a toute une génération de réels qui ont émergé à l'époque, avec Christophe Gans, Yann Kounen, Doberman, ça sort à peu près au même moment que le Pack des loups, par exemple. Et donc, tu voyais
parce qu'ils viennent de la même génération. Hein. C'est les mecs qui étaient frustrés de ne pas voir dans les années 80, et début 90, les films que eux auraient voulu voir dans le cinéma français. Et donc, au milieu des années 90, ils ont commencé à pouvoir à leur tour faire des films, bah, ça donnait du Doberman, du Blueberry, l'expérience secrète. Qu'est-ce qu'elle fait, je crois, et Christopher Gordon, c'était le pote des loups, c'était La Belle et la Bête, c'était Craig Freeman, enfin, tu vois, Ian Cullen fait partie de cette génération-là. Et Blueberry, j'en cause parce que il y a un petit truc. Est-ce que tu as déjà vu le film Blueberry, l'expérience secrète de Ian Cullen? Du tout. Alors d'abord, c'est une adaptation de Blueberry, ça c'est normal. On te parle donc du cowboy Blueberry. Alors je crois que c'est c'est de Mobius, je crois, et Jean Giraud, et je sais plus le nom des auteurs de la BD, je sais plus. Et donc dans Blueberry, on voyait le mec qui avait une aventure, en fait, je sais plus trop les tenants et aboutissants de l'aventure, mais ce qui était marquant, c'est de voir Blueberry qui faisait une expérience de comment ça s'appelle avec des substances, c'était pas une drogue, c'était autre chose. En fait, en gros, il est exposé à une substance et en gros, il a un trip hallucinogène. Je sais pas trop comment expliquer ça. Et c'est parce que en fait, chaman, voilà, chamanique, expérience chamanique. Parce qu'en fait, le réal Ian Cullen, pour des besoin du scénario, a réellement été initié à ce genre de rite, mais vraiment il était très très loin dans ce truc. C'est pour ça qu'il n'a pas fait de film depuis plusieurs années. Et du coup, avec le Blueberry, l'expérience secrète, ce qu'il a voulu faire, c'est retransmettre à l'image, à l'écran, les effets que lui avait fait cette séance de chamanisme. Et c'est ce mec-là qui te fait l'homme qui rétrécit, où justement il y a un petit côté métaphorique du thème, quoi. C'est pas un mec qui rétrécit bêtement, et c'est pas une comédie façon L'homme à la hauteur, je crois, une comédie avec Virginie Fira et Jean Dujardin. C'est pas le même truc. Hein. Oui, aussi, justement, c'est aussi une nouvelle fois on verra Jean Dujardin avec une petite taille. Voilà. Et L'homme qui rétrécit, c'est censé être un film plutôt fantastique, sérieux. Oui, le sérieux, Dujardin peut le faire. Hein. Il a fait plusieurs fois. Il y a pas de souci à se faire. Je crois que dans le Convoyeur, je crois qu'il joue il me semble qu'il joue dans le Convoyeur avec Dupontel. Je suis pas sûr. Il faut que tu vérifies. Le Convoyeur avec Dupontel, c'est un thriller noir. Je crois qu'il me semble qu'il joue un officier convoyeur qui est un petit peu genre méchant sur les bords. Pour te dire qu'il sait pas faire que le Brazen Race. Ça, absolument. Mais c'est vrai que des fois, par exemple, on m'a fait des retours sur, par exemple, Zorro. Alors, je sais pas si toi, tu as vu la série Zorro. Non, j'ai pas vu le truc, mais effectivement, j'ai vu la balance. Ouais, et en fait, j'ai eu énormément de retours qui allaient toujours dans le même sens. C'est-à-dire que, en fait, Jean Dujardin fait du Jean Dujardin. Et puis, des fois, ça perdait un peu. Bah oui, c'est le souci, c'est que maintenant je suppose que sans question, ça se voulait dans la direction du truc, c'était tu fais ton Dujardin, quoi. Ils n'ont pas cherché plus que ça. Parce que normalement c'est une série pour France 2, hein. Oui. Donc je veux bien avec les mecs, les producteurs, on dit on veut bien avec Dujardin, mais à condition qu'ils nous fassent le personnage que nous on adore. Je suppose que la direction c'est ça. Mais alors qu'avec Ian Cullen, ça n'a pas le même délire. C'est pas le même truc. C'est pas le mec, il va chercher autre chose. Hein. C'est Vincent Cassel qui interprète donc dans Doberman, il interprète aussi Blueberry. Il joue le Belle et la Bête, c'est Christophe Gans. J'ai tendance à mélanger les deux. Voilà, c'est un Vincent Cassel qui n'est pas dans le même délire que La Haine, par exemple. Ouais. Qui n'est pas dans le même délire que dans le Trois Mousquetaires. Si, le Trois Mousquetaires, je crois qu'il joue il joue Aramis, il me semble. Avec Vincent Cassel, il demandait autre chose. Donc là, il y a une Cullen, ça va être la rencontre entre un cinéaste particulier, singulier dans le cinéma français, parce que Ian Cullen, c'est quelqu'un, avec son monde à lui. Il te l'a prouvé en 3 films, qui ne ressemble pas du tout au tout venant du cinéma français. Je crois qu'il fait aussi 99 francs l'adaptation du bouquin de... avec Jean Dujardin. Oui. C'est de Bec Belly, c'est ça? Je crois que c'est lui, donc du coup...
Je crois que c'est lui aussi qui fait. Donc pour te dire que c'est singulier, quoi. Ouais, Donc là, je m'attends à un ovni dans le paysage cinématographique français, quoi. Parce que c'est du jardin, tout simplement. mhm. Et le producteur est au courant, hein, donc à mon avis, ça, il va pas se la jouer. Non, non, je te fais un cahier des charges et tout, il va pas se la jouer comme ça. C'est du jardin, c'est une Kounen, hein, c'est pas n'importe qui. Faut bien. Ouais, C'est le mec, il est foilier, hein. Donc, d'accord. En tout cas, merci à toi pour ces retours concernant Jean Dujardin, bientôt dans L'homme qui rétrécit. Contrairement aux deux volets précédents qui comptaient trois co-réalisateurs, ce troisième opus très attendu n'en aura que deux, mais pas des moindres. Sony Animation a officialisé la nouvelle. Bob Persichetti et Justin K. Thompson dirigeront Spider-Man Beyond the Spider-Verse, le dernier chapitre de cette saga animée devenue légendaire. Les trois films bénéficient de l'implication étroite de leurs producteurs, Phil Lord et Chris Miller, véritables artisans de leur succès. Pour rappel, Bob Persichetti avait co-réalisé le premier opus, Spider-Man New Generation, et occupé le poste de producteur exécutif sur Spider-Man Across the Spider-Verse. De son côté, Justin K. Thompson avait signé la conception visuelle du premier film avant de passer à la co-réalisation du second. Avec ce troisième volet, la saga reste donc entre de bonnes mains, de quoi rassurer les fans. Dans une interview accordée à Deadline, les co-réalisateurs ont déclaré: nous avons eu l'immense privilège de faire partie du voyage de Miles depuis le tout début, et réaliser la conclusion de son histoire est plus qu'excitant. La créativité et le son apporté à chaque minute de ce projet ont été véritablement inspirants. Nous avons créé ce que nous pensons être une fin très satisfaisante, et nous avons hâte que les fans la découvrent. Nous mettons tout en œuvre pour y parvenir. Les détails de l'intrigue du prochain film sont encore gardés secrets. Le scénario est signé par Phil Lord, Chris Miller et David Callahan, tandis qu'Amy Pascal, Avi Arad et Jinko Gotoro assurent la production. Spider-Man Beyond the Spider-Verse, très attendu, n'a pas encore de date de sortie officielle, mais on peut raisonnablement espérer sa projection sur nos écrans courant 2025. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette news concernant ces Spider-Man. Je sais qu'à à la sortie des deux opus, ça avait été énormément bien. Enfin, ça va été très très bien accueilli. Je vais tout de suite laisser la parole à mon invité. N'hésitez pas à réagir dessus, dire ce que vous en pensez. Et même si vous voyez par exemple cette émission en replay sur YouTube demain, à partir de demain, eh bien, vous pouvez laisser un commentaire et je vous répondrai avec grand plaisir. Mais tout de suite, la parole à mon invité Mulder, à voir ce qu'il en pense de cette avancée sur cette fin de trilogie. ah, bah, enfin, 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 ça avance. Le projet était à la limite en suspense. Normalement, je crois qu'il aurait dû sortir cette année, je crois. Mais Because, grève des scénaristes et acteurs, c'est un des projets qui était repoussé. Et aussi parce que je crois que les animateurs, en fait, ont pas mal gueulé. Je me trompe pas, c'est bien ce projet-là, qui ont pas mal gueulé sur le fait que les conditions de travail de Sony ne permettaient pas de rendre un truc impeccable dans les temps. Ça fait partie des projets où les personnels, en fait, ont gueulé. C'est pareil avec Marvel du côté des effets spéciaux, je crois. Disons, c'est expliqué pourquoi pourquoi ça expliquait l'ambiance tendue qu'il y avait à Hollywood qui aboutit à la grève. Parce que normalement, le troisième aurait dû sortir à un an pile poil, et finalement, au bout de 2 ans, on avait aucun écho. Donc, bon, ça avance, c'est bon. L'équipe a l'air de. Il y a eu du remue-ménage aussi pour sur Sony, ce qui est normal, vu qu'il y a eu une situation de conflit, situation tendue dans tous les boîtes de prod. Donc, ouais, allez, ça repart du bon pied maintenant. Et c'est quelque chose que toi, tu attends beaucoup? Est-ce que toi, est-ce que tu as été réceptif à cette version vision de Spider-Man?
Bah, moi, Parce que je sais que toi, au départ, t'es pas forcément très animation, t'es plus, film, live action, des trucs comme ça, quoi. Bah, le premier, je t'avoue, le premier, je crois que je l'ai raté au cinéma. Il me semble que je vais pas dire de bêtises, mais le premier est sorti en pleine période Covid, ou alors juste, c'est juste avant. Enfin, bref, je l'ai, 2019, en tout cas, oui. ouais, je crois qu'on était. Ah non, c'est juste avant. Bah, j'ai raté au cinéma, je me suis rattrapé pendant le confinement parce qu'il est sorti à la télé, sur Cinéma Frisson, je crois. Enfin, je me suis rattrapé. Et ouais, j'avais la bonne plaque, quoi, parce que Miles Morales, je le connais très peu. J'ai décroché de Ultimate Spider-Man avant son arrivée. Et je le connais seulement de l'univers classique. Parce que il y a eu un Secret Wars dans les comics. Et le dénouement de Secret Wars, c'est de voir des personnages issus des timelines parallèles, dont la timeline Ultimate, rejoindre le 616. En gros, je précise dans les comics parce que je sais pas quelle forme cela va prendre dans les films. Le Oui, fantorise pas du tout, hein. Voilà, c'est ça. Donc, le Max Morales, je le connais comme, je crois que c'est le love interest ou le boyfriend de Miss Marvel, je crois, dans les comics, hein, j'entends. Dans les comics. Ils vont changer, à mon avis, ils vont changer la dynamique. Ce sera pas possible de faire pareil. Bon, comme Max Morales, je le connais parce qu'il fait partie du groupe des Young Avengers, je crois, dans les comics. Il y a Nova, il y a Miss Marvel, il y a Hulk et donc le fils Hulk. Enfin voilà, c'est ce groupe-là. Et je le connais comme personnage secondaire simplement. Et du coup, dans le dessin animé, le peu qu'il y avait de relations entre lui et sa famille, je connaissais pas du tout. Alors, soit je considère que c'était abordé dans le comics, mais je faisais pas gaffe, étant donné qu'à mon avis, la famille devait être personnage de second plan, alors que là, c'était personnage de premier plan. Du coup, je découvrais tout. Je découvrais, enfin, je comprenais pourquoi ça avait de l'impact. Parce que là, on te parle, parce que c'est Miles Morales, c'est vraiment un personnage, c'est vraiment le Spider-Man Black, mais avec tous les poncifs que ça entraîne. C'est un gamin black qui a des problèmes de gamin black à Brooklyn, enfin, ou Queens ou Harlem, je sais plus. Et donc, du coup, il ramène avec lui toutes les thématiques, et peut-être clichés caricaturaux, mais oui, mais c'est inhérent au personnage, un personnage de gamin black. Quand tu regardes SWAT, la série avec Shimamour à la tête, c'est SWAT, le flic de la brigade d'intervention de SWAT. Bah, son personnage, t'as un Black à Los Angeles, il ramène avec lui les thématiques qu'il y a comme. Parce que dans la vie réelle, t'as les flics qui sont confrontés à ça. Regarde un petit peu les faits réels qu'il y a, quand il y a un noir arrêté, bah, c'est ça qui est en soi. Et dans Spider-Man, bah oui, il y a ce genre de truc. Il y a aussi le fait que dans le dessin animé, ça, c'est un truc que j'ai noté, c'est que Peter Parker est blanc caucasien, Miles Morales, il est black, ce qui fait que l'appréhension que lui, il a du statut super-héroïque n'est pas la même. Simplement parce qu'il n'est pas la même... Peter Parker, c'est un gamin, enfin, pas normal, c'est un gamin dans le sens où c'est stéréotypé caucasien et Miles Morales, c'est stéréotypé black de Harlem. J'ai pas d'être raciste en disant ça, mais bon, c'est tous les clichés qu'il y a autour de ça. Miles Morales qui est confronté, quand j'ai découvert ça, qu'un Spider-Man avait ce genre de thématique avec lui, c'était pour moi c'était nouveau, mais c'était rafraîchissant parce que du coup je découvrais une façon d'aborder le personnage de Spider-Man. Très bien. Alors, merci à toi concernant Spider-Man. N'hésitez pas à réagir. Euh, voilà, comme je vous l'ai dit, si voilà, vous avez été également touché par cette version de Spider-Man, êtes-vous heureux que enfin ce projet puisse avancer pour que cette trilogie puisse enfin se terminer? Dites-moi tout et on en rediscutera ensemble. Bien. C'est le grand jeu des chaises musicales.
James Gunn a récemment annoncé que The Batman 2 serait repoussé d'1 an, décalant sa sortie initialement prévue au 30 septembre 2026 au 29 septembre 2027. Warner Bros. A rapidement saisi l'opportunité pour attribuer ce créneau au très attendu prochain film d'Alejandro González Iñárritu, le prochain film du réalisateur, oscarisé pour The Revenant et Birdman, avec à l'affiche Tom Cruise, Sandra Hüller, que vous connaissez pour Anatomie d'une chute, Riz Ahmed, John Goodman et Jess Plemons. Le film débarquera dans les salles le 30 septembre 2026. Les détails précis de l'intrigue restent encore secrets, mais on sait que le film racontera l'histoire de l'homme le plus puissant du monde, lancé dans une quête effrénée pour prouver qu'il est le véritable sauveur de l'humanité. Une course contre la montre s'engage alors qu'il tente de prévenir la catastrophe qu'il a lui-même déclenchée. Ce scénario semble avoir été écrit pour Tom Cruise, icône du cinéma d'action et héros sauveur du monde par excellence. Un parallèle intriguant se dessine avec Birdman, également signé Iñárritu, qui explorait déjà le thème des super-héros et des rôles indélébiles à travers de Michael Keaton. Ce nouveau projet pourrait-il offrir à Tom Cruise l'opportunité d'un rôle profondément méta où les frontières entre sa propre image et celle de son personnage s'effacent ? À vous de me dire ce que vous en pensez de cela, mais tout de suite, l'intervention de Mulder. J'avoue que le projet d'Iñárritu, j'ai totalement passé à côté en fait. Là, tu m'apprends un truc, mais c'est vrai que Birdman, je l'ai vu. Hein. Birdman, je l'ai vu, je sais pas si c'est ton cas. Le Birdman avec Michael Keaton, ouais, je l'ai vu et effectivement, il est excellent. Et du coup, moi, je cherchais des trucs sur donc c'est le réel le réel de Birdman qui fait le film, c'est ça? Absolument. Ah, Iñárritu, d'accord. Parce que là, en fait, ça est totalement passé sous le radar. Donc là, je pourrais te parler seulement que de Birdman, et du coup, en fait, le projet m'intéresse parce que c'est. J'ai découvert un cinéaste avec Birdman, et donc j'ai envie de voir un petit peu où est-ce qu'il va nous emmener, quoi. Parce que là, vraiment, je suis novice en matière de Alejandro. Non, c'est pas. Alejandro González Iñárritu. Oh la vache, oui. En plus de noir à Lyon. Je t'avoue que je le connais pas forcément non plus. Non, mais c'est le mec là, dans Birdman, il a une façon très intéressante d'aborder la thématique du super-héros avec un truc un petit peu méta, parce que c'est pas vraiment c'est pas aborder le truc dans la thématique du super-héros n'est pas abordée frontalement, c'est plus la thématique du regard, perception, comment un personnage un petit peu loser, donc aux yeux du monde, il incarne donc un super-héros, mais le problème c'est que lui, il a conscience que ce qu'est un jeu, une illusion. Et donc le film te montrait une perception un petit peu peut-être faussée, je dirais, parce qu'on est entre les deux, la mise en scène du mec faisait que on est toujours sur est-ce que le mec il se prend au jeu ou est-ce qu'il est vraiment taré. Est-ce que le mec est conscient que c'est un acteur, il doit jouer, mais en même temps ce qu'il y a autour de lui pour maintenir l'illusion qu'il est un super-héros. Grosso modo, on voit le mec jouer un super-héros sur scène. Et le premier cas, c'est que oui, mais dans sa vie, c'est la déchéance. Le mec, sa famille, c'est pas ça. Donc le malaise qu'on avait sur Birdman, c'était un petit peu ça. Donc c'était intéressant de voir comment c'était traité. Donc là, avec le problème avec Tom Cruise, c'est à voir, c'est pas un véhicule pour Tom Cruise en fait. Parce qu'il faut quand même se mettre à l'évidence que depuis quelques années, le mec il vampirise les projets pour que ce soit à sa gloire. On voit ce qui s'est passé avec Mission Impossible. On voit ce qui s'est passé avec, je crois, Vanilla Sky aussi. Je sais pas si tu as vu l'original, André Soros.
Le Vanilla Sky, tu te souviens de Vanilla Sky, ça te dit quelque chose? Vanilla Non. Sky, ça... non. Vanilla Sky, c'est alors... le projet de base, un projet argentin, est un film argentin. Il me semble que je crois que c'est Alejandro Benabar, mais le nom ne te dit rien. Dans le film Hombre de los Oros, c'était un mec séducteur, playboy, qui avait avec un homme, à femme, quoi. Il va d'une femme à l'autre. Sauf que il tombe, enfin, au retour il tombe sur une de ses ex qui est devenue tarée et qui qui kidnappe grosso modo jusqu'à l'envoyer dans le décor. Il a un accident. Il a un accident. Et le lendemain, il se retrouve défiguré. Et l'envoyé de los Oros ouvre les yeux, c'est simplement le mec qui prend conscience en fait, le mec intérieurement il est moche. Enfin, le visage qu'il a en fait devant ses yeux dans le miroir, c'est mocheté parce qu'il est défiguré. Et le film te mettait en scène simplement comment lui il fait pour accepter ça. Parce que lui c'était le mythe de Narcisse, hein. Hombre de los Oros, c'est le mythe de Narcisse. C'était le mec qui se sent trop beau comme un ange. D'ailleurs, l'acteur avait une belle gueule. Suite à cet accident-là, il peut plus se blairer. C'était ça un petit peu le drame dans Hombre de los Oros. Dans Vanilla Sky, c'est la même histoire. Et c'était Tom Cruise qui incarnait le mec défiguré. Mais dans Vanilla Sky, le truc qu'il y avait qui faisait le truc, c'est que dans Hombre de los Oros, c'était vraiment la critique c'était la thématique qui vraiment prenait le dessus, mais vraiment. On voit le mec qui n'était pas une star, quoique il était connu, mais c'était pas le Tom Cruise, du pays, c'est ça que je veux dire. Et donc c'était l'ambiance qui prenait le pas vraiment, la mise en scène qui prenait le pas. Dans Vanilla Sky, tous les effets de mise en scène, c'était pour mettre en lumière, c'était la gloire de Tom Cruise. C'était lui qui portait le projet. Donc à la limite, tout le côté critique sociétale, enfin, le côté critique de la société de l'apparence, quoi, qui était au premier plan dans l'original. Là, ça passait vraiment, mais au second plan, parce que cette critique-là, c'était pour servir le côté mannequin, enfin, quand je dis mannequin, c'est Tom Cruise, quoi, c'était le playboy, il était déjà playboy à l'époque. C'était pour servir ça. Et j'ai peur que Tom Cruise soit trop bien avant parce qu'il a l'habitude de ça maintenant, quoi. Depuis 15 ans, c'est ce qui a foutu le bordel sur la momie, par exemple. C'est le Tom Cruise qui essaye de se remettre qui a vampirisé le projet au point que il est totalement incohérent. T'as peur qu'il prenne le contrôle du projet, c'est ça? Voilà. Parce qu'il est producteur déjà maintenant avec Warner et compagnie. Hein. Ah ouais, non mais il est producteur depuis Mission Impossible numéro 1 de 90. Il a sa boîte de prod. Ouais. C'est pas pour rien si Mission Impossible est devenu le Tom Cruise star alors que la série d'origine, je répète, c'est une équipe, hein. C'est pas un seul mec. Et t'as peur qu'il ne se laisse pas forcément diriger du début à la fin, puis que lui, au bout d'un moment, il prenne le dessus, c'est ça? C'est ça. Le mec, producteur star, c'est lui qui a contrôlé surtout tout le projet. On voit ça avec Edge of Tomorrow, on voit ça avec Top Gun Maverick. C'est Tom Cruise qui a décidé de son chef de lancer le projet, vraiment. Alors que les films reposaient sur sur les étagères. C'est le genre d'acteur star qui débloque les projets. D'ailleurs, on le dit maintenant, quand on voit un film où il est dedans, star principale, on dit c'est un film Tom Cruise, alors que normalement c'est le film du réalisateur. Normalement, ouais, non mais je veux pas être méprisant, mais il choisit les réals pour le servir. Oui. C'est le truc. Maintenant j'entends, parce que je crois que depuis 2000, avant, c'était quand même un mec qui a bossé avec Oliver Stone, avec Spielberg, avec Paul Thomas Anderson, avec Bayona. Il a bossé avec Barry Levinson dans Raman. Raman, je sais pas si tu te rappelles, Raman, c'est avec Rayman avec Dustin Hoffman. Voilà, qui faisait son grand frangin autiste. Il a quand même bossé avec des pointures, le gars. Sauf que maintenant, depuis la moitié des années 2000, il travaille avec des mecs qui, leur boulot, c'est de le mettre en valeur lui.
Du coup, on se tape des momies, on se tape de Edge of Tomorrow, qui sont pas, qui sont pas. Enfin, il y a aussi Michael Mann Collateral où il joue un tueur à gages. Je sais pas Ouais. si tu. Oui, je vois très bien celui-là, je l'ai aimé, je l'ai beaucoup aimé. Ouais, en tout cas, qu'un vampire, l'estade de vampire, voilà, c'était ça aussi. Mais ça que après 2000, c'est plus le même délire. C'est que tous les projets doivent nous servir lui. Dans les missions possibles, on met beaucoup d'accent sur sa cascade à lui, alors que bah oui, bah, c'est sympa les autres alors. Bah tu vois un peu le genre quoi. Bah, c'est une dérive, mais c'est que je crains avec ce film-là. Je vois, je vois. N'hésitez pas en tout cas à me dire si vous êtes justement du même avis que Mulder, les dossiers du cyberchat sur YouTube. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse potentiellement? Est-ce que, voilà, même si c'est Tom Cruise, je sais que dans mon entourage, il y a certaines personnes qui ne l'aiment pas forcément Tom Cruise, comme d'autres qui adorent, enfin voilà, il y a un peu de tout. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, du projet à venir en tout cas, si c'est quelque chose qui peut lui convenir, enfin voilà. L'un des présidents les plus iconiques du grand écran pourrait bien faire son retour. Harrison Ford serait pressenti pour reprendre son rôle de James Marshall, le chef de l'État légendaire du film culte Air Force One. En février dernier, le scénariste Andrew W. Marlowe confiait qu'une suite au film Air Force One, réalisé par Wolfgang Petersen, qui est sorti en 1997, avait été envisagée, bien qu'elle n'ait jamais vu le jour. Il ajoutait toutefois que les discussions persistent autour du film, évoquant l'éventualité d'un remake, d'un reboot ou même d'une suite. Sony Pictures serait actuellement en train de travailler sur une suite potentielle qui marquerait le retour de James Marshall, le personnage emblématique d'Harrison Ford. Bien que cette information reste encore à confirmer, l'idée d'un retour de l'acteur semble plausible. Cependant, il demeure incertain si ce projet prendra la forme d'une suite directe, d'un reboot avec une apparition symbolique d'Harrison Ford, ou même si le film verra réellement le jour. Dans Air Force One, l'avion présidentiel des États-Unis est détourné par un groupe de terroristes dirigé par Gary Oldman. À bord, le président James Marshall, sa famille et des membres de son cabinet sont pris en otage. Mais Marshall, vétéran du Vietnam et héros de guerre, met à profit ses compétences pour tenter de reprendre le contrôle de l'appareil. Le film rencontre un succès retentissant, engrangeant plus de 315 millions de dollars au box-office mondial et se classant 5e parmi les films les plus lucratifs de l'année 1997. Andrew W. Marlowe, le scénariste d'Air Force One, a confié en début d'année à Sci-Fi que la suite envisagée aurait pris place sur un porte-avions de l'armée de l'air. Cependant, afin d'éviter une répétition trop marquée avec l'intrigue du premier film, le projet a été abandonné pour une durée indéterminée. Alors, Harrison Ford reprendra-t-il son rôle de James Marshall? L'avenir nous le dira. En attendant, vous pourrez retrouver l'acteur de 82 ans endosser le rôle du président Thaddeus Ross dans les 2 prochains films Marvel, à savoir Captain America Brave New World le 12 février et Thunderbolts le 30 avril. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si c'est une bonne idée de faire justement une suite au film Air Force One. Êtes-vous un peu réticent concernant ceci, parce que je sais que dès qu'on parle de suite, je sais que dans mon entourage, les personnes n'aiment pas forcément parler de suite quand il y a déjà un bon film, et par peur que par la suite, justement, le beau film qui a été dès le départ puisse être ridiculisé à cause d'une suite. Enfin voilà, vous connaissez à peu près l'histoire qu'il y a pour les films même d'aujourd'hui, qui commencent gentiment à baisser à cause des suites qui fonctionnent moins bien que les premiers films. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et tout de suite, Mulder, c'est à toi. Tout d'abord, je considère, l'original Air Force One, le concept, c'est une blague. Hein.
En grosso modo, le concept de Air Force One, c'est Die Hard dans l'avion du président, quoi, avec le président, donc Harrison Ford dans le rôle de McClane. C'est un petit peu ça le concept du truc, hein. C'est avec Gary Oldman dans le rôle du groupeur de service. C'est un petit peu ça le concept. Donc faire une suite à Air Force One, je vois pas comment le faire sans éviter la répétition. Et je ne vois vraiment pas comment. Donc là, bonjour. À mon avis, je pense que ça va être juste une. Ah, quoique, s'ils te font le coup du. Dans le même esprit que la chute de la Maison Blanche, je sais pas si tu vois un petit peu les films que j'ai fait. Oui. Je les ai pas tous vus, mais j'ai vu déjà le premier qui était très intéressant. Ouais, c'est la chute de la Maison Blanche, et d'ailleurs c'est d'ailleurs de la Maison Blanche. Hein. C'est la Maison Blanche qui prend en otage et t'as un ancien officier du service de sécurité qui joue les McLean. Le Air Force One, c'est le même truc. C'est l'avenue du président, donc l'Air Force One, qui est pris en otage, et donc c'est le président qui joue les McLean. Alors, la blague étant que... je crois qu'il est sorti, je crois, quelques mois... après l'Independence Day. J'ai dit ça parce qu'en fait les présidents, enfin le modèle, les présidents existants qui ont servi de modèle au personnage, c'est Clinton. Voilà. c'est Bill Clinton. Bill Clinton qui a servi de modèle pour Bill Pullman dans Independence Day. C'est Bill Pullman, autant au scénario, Emmerich et Devlin l'ont avoué, autant Bill Pullman, là où aussi l'affirmé, genre les tendances, les mimiques de Bill Clinton ont été des références pour qu'il incarne au mieux. Quand tu vois Independence Day, on a d'ailleurs Bill Clinton en tête, oui, ça fait pas un pli. Bill Clinton est encore président au moment où Air Force One est sorti. Je sais pas si c'est une vanne. Une blague du magazine que je suivais, Mad Movies pour pas le nommer, ou Impact à l'époque, mais ce qui paraît, Bill Clinton n'aurait pas trop aimé qu'on ne l'appelle pas pour faire le film, quoi. Enfin, tu vois un petit peu, là, c'est le président qui appelle, vous auriez pu l'appeler. Oui, alors carrément pour jouer le président. Oui, parce que des fois, il y a justement des personnalités politiques qui apparaissent également dans justement des films. Voilà, et voilà, et le souci que j'ai, là le truc en fait, c'est qu'au moment où t'as Air Force One qui sort, il y a un côté, c'est le président en héros, en super héros, donc tout le monde avait le Bill Clinton en tête. Le problème, c'est que si ça sort maintenant, ça va un petit peu se scoper avec Trump, parce qu'en plus le président, le modèle de président qu'il a dans Captain America, sans spoiler, c'est Trump. Hein. Enfin, on voit ça en bande-annonce, en trailer, il y a des tas de trucs qui font Trump et donc si jamais il refait les mêmes trucs dans Air Force One, ça aura une autre cotation. Pour tout dire sur ta news, je pense pas que ce sera un film, je pense pas qu'ils en feront un, mais s'ils le font, on sait pas comment ils vont. À moins que, oui. Qu'il met à jour, reboot à la Twister. C'est le seul truc que je vois. C'est-à-dire un autre président qui se voit confronté à une prise d'otage dans son avion, et Harrison Ford qui débarque en tant que négociateur, genre j'ai de l'expérience en la matière. C'est le seul truc que je vois. C'est le seul truc. Mais sinon je vois pas. Ils sont obligés de changer de lieu, sinon le premier c'était ça, le concept même, c'était le truc à faire parce que en tant que blague, en tant que t'imagines un petit peu réunion des scénaristes, qu'est-ce qu'on peut faire pour imiter Die Hard, et si jamais on faisait tiens le Air Force One, on imagine le pilotage dans l'avion du président, tiens capable de le faire, mais ça s'arrête à ça. Je vois pas trop comment le concept peut être voir une évolution autre. Ouais. Et donc c'est c'est un film que justement qui t'avait plu à l'époque, Air Force One. Ouais, ça m'avait plu en tant que plaisir, enfin même pas plaisir. Le film avait bien fait marrer. C'est un truc. Le film me faisait bien marrer. De voir un mec, comme tu disais, ancien vétéran de la guerre qui le passif du président là, c'est le même passif qu'un Steven Seagal. Ouais.
je pèse mes mots. Enfin, tu découvres que dans Steven Seagal, c'est connu pour ça. On découvre que le flic un petit peu grande gueule qu'il y a dans Désigné pour mourir, Nico et compagnie, donc des films de Steven Seagal, on découvre que le mec c'est un ancien béret vert qui a fait la guerre. Le mec c'est une terreur. Et là avec Harrison Ford, avec Air Force One, c'est pareil. On découvre que le mec il a fait la guerre d'Irak. Donc le gars il sait piloter, il sait combattre. C'est ça le truc. Je le vois comme une blague. C'est pour ça que ça m'a fait plaisir. J'ai beaucoup de plaisir à le regarder maintenant. Hein. Toujours comme ça. Mais pas en tant que réel bon film. Je peux comprendre que le film est marqué, quoi. Un film popcorn, quoi. Voilà, mais vraiment, tu le regardes en soi, tu te marres parce que Harrison Ford qui bat en punchline, mais qu'on n'aurait pas rogné à un Stallone ou à un Schwarzenegger. Parce que c'est ça, le mec qui on voit Harrison Ford dans le rôle d'un Steven Seagal ou d'un Schwarzy. Ou d'un Twist. C'est énorme pour ça. Ouais, c'est vrai. En tout cas, à voir. Merci à toi donc pour ces retours concernant Air Force One. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi d'Air Force One. Est-ce que voilà, vous connaissez ce film, ce que vous en avez pensé. Voilà, Harrison Ford, est-ce que ça vaut vraiment la peine qu'il y ait un deuxième opus ou pas? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lors du replay. Et voilà, si vous m'écoutez, par exemple dans le chat en direct, eh bien, à vos messages. Alors que l'industrie du cinéma rend hommage à David Lynch, un autre réalisateur plus discret nous a quittés. Gino Swark, connu pour avoir signé Les Dents de la Mer 2, Supergirl et surtout Quelque part dans le temps, est décédé ce mercredi, mercredi de la semaine passée. Attendez, oui, c'est juste. Oui, à l'âge de 85 ans. Le parcours de Gino Swark se distingue par sa singularité. Né à Paris le 21 novembre 1937 et élevé en Argentine. Il poursuit des études brillantes à Harvard, où il obtient un diplôme en sciences politiques. Cependant, il décide de quitter l'université avant de finaliser son doctorat pour se lancer dans l'industrie cinématographique en France. Dans les années 60, il repart aux États-Unis où il débute comme scénariste indépendant avant de se faire remarquer et de signer un contrat avec la chaîne NBC. C'est en 1973 que Gino Swark réalise son premier long métrage. Extreme Close-Up, un drame écrit par Michael Crichton, un auteur déjà reconnu qui obtiendra une gloire mondiale avec Jurassic Park. 5 ans plus tard, en 1978, grâce à la recommandation de Joe Alves, il prend en charge la réalisation de Les Dents de la Mer 2, un projet dont la production marquée par de nombreux problèmes frôle le naufrage. En 1980, Gino Swark réalise Quelque part dans le temps, un film fantastique et romantique tiré du roman Le jeune homme, la mort et le temps de Richard Matheson en 1975, dont il signe également le scénario. Mené de main de maître par Christopher Reeve et Jane Seymour, ce long métrage est aujourd'hui unanimement reconnu comme étant le sommet de la carrière de Swark. L'impact du film sur le public est tel qu'un festival annuel est désormais organisé à Mackinac Island sur le site même du tournage, au Grand Hôtel, situé au bord du lac Michigan, pour célébrer cet incontournable classique. En 1984, il se tourne vers le genre des super-héros en adaptant les aventures de Supergirl, la cousine de Superman. Malheureusement, le film connaît un échec retentissant au box-office mondial, ne rapportant même pas 15 millions de dollars. Dans les années 90, Gino Swark fait son retour en France pour réaliser 3 comédies, qui peinent cependant à rencontrer le succès escompté au box-office. Il signe tout d'abord La vengeance d'une blonde en 1994, une comédie avec Christian Clavier et Clémentine Célarier. Puis en 1996, il réalise Hercule
et Sherlock, une comédie canine avec Christophe Lambert et Richard Anconina qui s'avère un véritable échec. Enfin, il dirige Les Sœurs Soleil où Thierry Lhermitte partage l'affiche avec Clémentine Célarié. Après avoir réalisé quelques épisodes des séries TV dès les années 70, Gino Swark se consacrera principalement aux séries télévisées à partir des années 2000. Il signe de nombreux épisodes, notamment de Smallville, 14 en tout, Jag pour 19 épisodes, mais aussi de Cold Case, Supernatural, Fringe et Grey's Anatomy, pour laquelle il réalisera une quinzaine d'épisodes entre 2009 et 2019, année marquant sa dernière participation à un projet. N'hésitez pas à me dire ce que vous... Alors, c'est vrai que c'est assez bizarre de dire ce que vous en pensez de cet homme-là. Ben, il a disparu. Toutes mes condoléances à sa famille. Dans tous les cas, est-ce qu'il y a un projet, lequel j'ai cité, qui vous parle le plus ? N'hésitez pas à me le dire. Mais tout de suite, je vais faire intervenir Mulder, Fox, William. Ouais, c'est un petit peu bizarre parce que c'est quand évidemment il disparaît la semaine où un autre grand du cinéma, David Lynch pour pas le nommer, il disparaît. Donc lui évidemment il paraît petit à côté, mais c'est pour dire que merci de rendre hommage à Gene Soir parce que c'est un mec qui, enfin, l'air de rien, les films que tu as cités, même si c'est pas des chefs-d'œuvre, faut pas déconner, il a participé à beaucoup de film marquant en tant que fan de super-héros, super-héros quand même, il aura un petit peu particulier. Surtout, il va par rapport au prochain film. J'ai pas entendu. Il a fait beaucoup d'œuvres singulières. Par exemple, Superior, par exemple, a une aura un petit peu particulière. Quand le prochain film sortira, qui va être en tournage là bientôt là, d'un coup, ça va redonner de l'intérêt. Et à mon avis, il y a beaucoup de jeunes qui vont vouloir voir la première version. Parce que pour voir un petit peu. Ouais. Et aussi, la gageure du mec, quoi. Dans la merde, deuxième partie, la gageure du mec, il doit passer derrière un film qui était oscarisé pour faire la gageure du truc, quoi. Enfin, il passe derrière Spielberg. Ouais. Faut quand même. Et le mec, finalement, quand tu regardes, à l'époque, à mon avis, ça s'est pris un tollé critique parce que c'est pas aussi bien que, évidemment. Mais quand tu expliques très bien, il y a eu une production, tournage un petit peu monstrueux. Il a eu tous les problèmes de Spielberg. Mais lui, c'est pas Spielberg, il s'est débrouillé comme il pouvait. On lui a demandé de faire à la Spielberg, quand même. Et ce que voulait la prod, c'est de faire un film de monstre de la même teneur que Spielberg. C'était comme ça. Il n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre. Et finalement, quand tu vois le film aujourd'hui, ça ne mérite pas. C'est juste comment dire, il te prend le postulat du Promenade de la mer en te tournant façon un petit peu film d'horreur slasher, dans le sens où très vite, au bout d'une moitié de film, tu vois le grand requin blanc qui s'en prend aux gamins, aux ados de Amity. Ça vient en slasher très vite, le truc. C'est que tu prends le requin est considéré comme un tueur slasher. C'est peut-être débile pour l'époque, mais maintenant on s'est tapé du Vendredi 13, du Freddy, du Chucky et tout. Finalement, t'as peut-être plus de codes dans le genre, t'es plus familier avec les codes du slasher qui fait que dans la mer 2, finalement, il te paraît très regardable. C'est donc lui qui l'a fait et encore maintenant, j'ai beaucoup de plaisir à regarder. Parce que il y a beaucoup de respect par rapport à l'œuvre de Spielberg. Il y a l'ambiance du film de Spielberg, tu ressens encore. T'as Roy Scheider qui te refait Martin Brody, le côté vétéran du mec qui a été traumatisé dans le premier et du coup qui doit revivre une autre fois, alors que personne ne veut le croire. C'est le seul qui sent qu'il y a un requin qui a un problème, alors que dans le premier, c'était il se produit cette révélation en même temps avec tout le monde dans la gueule, et là il joue le rôle du mec c'est le seul qui sait durant 2 heures de film. C'est le seul qui sait parce qu'il a l'expérience de ça, il était confronté à ça. Donc t'as tout ça qui fait que dans la mer deuxième partie, les Gene Swark, ouais, ça c'est encore du correct. C'est pour ça que je rends hommage à lui, parce que c'est dans la mer deuxième partie, c'est mal aimé, mais estimé, je dirais. Voilà. Et d'ailleurs, big up à même Miko qui lui a fait sa première séance
que vous pouvez retrouver sur YouTube, sur Les Dents de la Mer 2, et qui, même s'il avait apprécié le premier, avait également beaucoup apprécié ce deuxième opus. Ouais, pour les suites dans le genre. Alors, j'ai pas vu le Summer in the Time, le, le film qu'il a fait après. Il a fait un beau film quand même, hein, que je l'ai cité tout à l'heure. Oui, j'ai pas vu celui-là. Malheureusement j'ai pas eu l'occasion de le voir malheureusement. Mais effectivement, on part toujours du principe que c'est un sublime film là quelque part dans le temps. Voilà. Après, pour les comédies, genre Hercule et Sherlock, alors Sorcereil, ils ont des réputations des nanars. Je peux pas le certifier, ne les ai pas vus. Oui. Mais du coup, s'ils ont fait marrer les gens, tant mieux. Tant mieux. Franchement, s'ils ont atteint leur but d'amuser des gens, tant mieux. C'est le seul truc qu'on attend dans un film de base. C'est que le film atteint son public. Point barre. Je ne veux pas faire de valeur ou de leçon de morale, non du tout. S'ils ont des révélations derrière, c'est peut-être facile pour nous de s'en moquer, mais s'il y a des gens pour qui c'est des films cultes, genre films préférés parce qu'ils adorent Lambert ou je sais pas, ils adorent le clavier ou compagnie, je ne le critiquerai jamais. Après, c'est le côté versant télé, mais qui s'obéit des dieux, quoi. Il fait partie des mecs qui ont œuvré pour Smallville dès le début. Les 14 épisodes qu'il a fait, c'est dès le début, hein. C'est les meilleures saisons, les 3 premières. Et après, grâce à Atomy, Cold Case, ouais, bah, c'est des séries que moi, Grey's Anatomy, je continue à regarder. Cold Case, c'est une très très bonne série. Smallville, Jag, Cold Case, Supernatural, Fringe, Grey's Anatomy. Voilà. Bah, tout ça, c'est des bons trucs. Hein. Fringe, c'est une de mes séries préférées. Alors, il fait peut-être pas partie des réalisateurs les plus réguliers du genre, parce que tu as une palanquée, parce que c'est normal, c'est des séries Fringe, c'est 5 saisons. Hein. Ouais. Supernatural, c'est un très très bon truc que j'adore. Les frères Winchester, mais j'ai croché sur la série. Les frères Winchester, les deux frangins qui parcourent les États-Unis à bord de leur Chevrolet Impala pour combattre les démons à coups de shotgun. Rien que ça, je kiffe. Dans une ambiance un petit peu Monster Week à X-Size, justement. Et donc, j'ai le soir qui a fait partie des mecs qui m'a fait vibrer, quoi. T'en as pas mal. T'as des mecs comme Kim Manners qui vient d'X-Size, qui a fait dedans. T'as Amanda Tapping de Stargate SGA qui a eu un rôle dedans. Genre, elle joue un bal vieille de saison, mais elle est aussi réelle et elle a fait du Supernatural. Donc, Supernatural, ça a duré 10 saisons, je crois, voire plus. C'est un bon truc. Cold Case, excellent. Jag aussi, j'aime bien. Mais voilà, c'est un mec, l'air de rien, il n'a pas rencontré le succès au cinéma, mais en télévision, il n'y a pas à rougir, c'est des bons trucs, c'est des trucs qui ont été récompensés. Cold Case, par exemple, je sais pas si tu connais Cold Case, c'est une série sur les affaires, non résolues. J'ai déjà entendu parler, j'ai pas vu la série, mais j'ai déjà entendu. Ouais, c'est du très très bon truc. Il y a Danny Pino qui joue dedans. Danny Pino, on le voit maintenant dans New York Unité Spéciale. Elle a la particularité d'être showrunnée par une femme, Meredith Steam, qui a commencé du temps de New York Police Blues. Je dis ça parce que c'est pour te dire que les mecs, que les séries dans lesquelles il a collaboré, c'est des trucs de référence. Ouais. Que tu regardes ces séries, si tu tombes sur l'épisode, il y a moyen que tu reconnaisses les acteurs parce qu'ils ont décollé après, et que dans le générique, au niveau réel par exemple, que le nom te dise quelque chose et que si tu te renseignes sur les trucs, tu peux découvrir des petites perles. Voilà, donc tout ça, sa filmographie cinéma-télé, même si au cinéma c'est plutôt quelque chose de marquant, cher à nos cœurs parce que nostalgique, à la télévision, il a su se faire une place. Et il a su montrer qu'il avait du savoir-faire, en tout cas. C'est pas un génie, d'accord, mais les cinéphiles viraient tâcheront pour le dénigrer, le mec qui a prouvé qu'il savait tenir une caméra là-bas. Ouais. Très bien. Merci en tout cas pour ces mots et en tout cas concernant justement notre cher Gino Svark qui nous a quittés. La semaine prochaine, il y aura également donc une news sur David Lynch aussi puisqu'il a marqué pas mal les esprits. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir été là. Cette émission s'achève. Nous allons nous retrouver mercredi prochain pour une nouvelle émission de la Rafshan Info.
avec de nouvelles news, comme vous le savez. Merci encore du soutien que vous m'apportez. Je vous aime fort. Prenez soin de vos proches, mais surtout, prenez soin de vous. Bisous!